J'espère sincèrement que tout va bien pour vous. Nous sommes bel et bien le 3 janvier 2026. Oui, pas 2025, je vous rassure, je n'ai pas perdu la tête, même si entre nous c'est difficile de rester lucide face à ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas juste une journée banale sur le calendrier mondial. Ce 3 janvier marque un véritable séisme géopolitique, une onde de choc diplomatique, d'une ampleur rare, un chamboulement majeur dans les rouages de la politique internationale. Un bouleversement de l'échiquier mondial est en train de se jouer sous nos yeux en direct. Dans la nuit électrique du 2 au 3 janvier 2026, l'Amérique a frappé. Oui, les États-Unis ont lancé une opération militaire fulgurante directement sur le sol vénézuélien. Et tenez-vous bien, Donald Trump, de son ton toujours aussi théâtral, a pris la parole pour déclarer sans sourciller que Nicolás Maduro, oui, le chef du Venezuela en personne et son épouse, auraient été capturés puis exfiltrés par les commandos américains. Un scénario digne d'un blockbuster, sauf qu'ici, c'est bien réel. À ce stade, les détails sont rares, les sources muettes et les versions officielles quasi inexistantes. Ce n'est qu'à 17h de Paris et d'Alger que le grand show médiatique est attendu, une conférence de presse organisée dans l'enceinte dorée de Mar-a-Lago, le QG floridien de Trump. Peut-être en saura-t-on plus. En attendant, ce que l'on sait, c'est que Caracas, la capitale, a été la cible d'un bombardement intensif suivi d'un assaut chirurgical par des forces spéciales américaines. Une nuit explosive au sens propre comme au figuré. À ce stade, pas la moindre justification officielle, rien ou presque. Le silence entoure encore cette frappe spectaculaire. Aucun communiqué détaillé, aucune explication solide. Ce que l'on sait, c'est que Nicolás Maduro, oui, encore lui, s'est retrouvé entre les mains des forces spéciales américaines à l'issue d'une mission conjointe, soigneusement coordonnée, paraît-il, entre l'armée américaine et les services de sécurité intérieure. C'est ce que Trump affirme du moins. Un flou artistique plane sur le reste. Mais ce coup d'éclat ne sort pas de nulle part. Pour remonter l'origine de cette chasse à l'homme, il faut revenir en arrière au 26 mars 2020. Ce jour-là, le département de la justice des États-Unis a placé Maduro et une quinzaine de ses proches dans la case très sélecte des barons du narcotrafic international. Rien que ça. Les accusations trafic de drogue à grande échelle, corruption massive et un joli cocktail de crimes organisés. Depuis, Washington ne reconnaît plus en Maduro un président légitime, mais plutôt un fugitif de luxe recherché comme un mafieux planétaire. Aux yeux des Américains, il n'était ni chef d'État ni représentant d'un peuple, encore moins figure crédible sur l'échiquier diplomatique mondial. Depuis le 7 août 2025, Washington avait mis la barre très haut. Une prime astronomique, jusqu'à 50 millions de dollars, était sur la tête de Nicolás Maduro. Oui, vous avez bien entendu. 50 millions pour toute information susceptible de conduire à sa capture ou à sa condamnation. Une somme à faire tourner la tête des chasseurs de tête du monde entier. Clairement, on ne parlait plus de diplomatie ici, mais d'une véritable traque. Entre les États-Unis et le Venezuela, on flirtait dangereusement avec l'état de guerre larvé. L'offensive américaine inévitablement a fait grincer des dents. Une pluie de réactions a éclaté, mêlant stupeur, colère et inquiétude sur tous les continents. Certains y voient une opération musclée, d'autres une violation flagrante du droit international. Un sénateur américain visiblement bien informé a confié avoir échangé avec Marco Rubio, l'homme qui pilote la diplomatie américaine. D'après ses propos, l'arrestation de Maduro avait pour but de le faire comparaître devant la justice américaine. Quant aux frappes menées, elles auraient été décidées pour sécuriser l'opération d'arrestation internationale lancée unilatéralement par les États-Unis contre le chef d'État vénézuélien. Bref, selon eux, ils n'ont fait que protéger ceux qui faisaient appliquer la loi. Officiellement, tout cela entre dans le cadre juridique de l'article 2 de la Constitution américaine. En d'autres termes, le président des États-Unis aurait agi dans les limites de ses pouvoirs pour défendre le personnel américain face à une menace supposée ou imminente. Résultat, une opération militaire d'envergure dans les airs comme au sol a été lancée pour capturer Nicolás Maduro, le sortir du Venezuela et le rapatrier en toute discrétion sur le sol américain. Ce qui se passe là, franchement, dépasse la fiction. On dirait une production Netflix croisée avec un film d'action à la sauce hollywoodienne, sauf que cette fois-ci, aucun acteur ne joue un rôle, c'est la réalité brute en direct.
accusé depuis des années de diriger un empire narco-autoritaire, Maduro, était dans le viseur de Washington depuis longtemps. Et cette fois, ils ont décidé de ne plus se contenter de mots, ils sont venus le chercher eux-mêmes. Alors le régime vénézuélien est-il tombé avec son chef? Pas si vite. Pour l'instant, l'après-Maduro reste flou. Des bruits de couloir évoquent l'arrestation, voire l'élimination du ministre de l'Intérieur, considéré comme le bras droit du dictateur. Si c'est vrai, cela signifierait que l'épine dorsale du pouvoir a été brisée. Mais pour l'heure, on nage encore dans l'incertitude. Les informations arrivent au compte-gouttes et personne ne sait précisément qui reste aux commandes, s'il reste encore quelque chose à commander. En revanche, ce qui est sûr, c'est l'ambiance euphorique du côté de Washington. Les États-Unis sabrent déjà le champagne d'une opération qu'ils qualifient de parfaite. Trump, fidèle à lui-même, n'a pas tardé à se congratuler. Dans un échange téléphonique rapporté par le New York Times, l'ancien président a salué la brillance stratégique de cette mission éclair. Selon lui, un plan parfaitement ficelé des soldats remarquables et une exécution digne d'un manuel militaire. Pour lui, c'est clair, c'était un coup de maître. Interrogé par le New York Times sur une question qui fâche, avait-il obtenu l'aval du Congrès avant de lancer l'offensive, Donald Trump a botté en touche. Pas de réponse directe. Il a promis d'éclaircir ce point et bien d'autres lors de sa conférence de presse très attendue depuis son palais doré de Mar-a-Lago en Floride. L'événement est prévu dans la matinée heure locale, ce qui correspondra à 17h à Paris et à Alger aussi pour ceux qui suivent depuis l'autre rive. On devrait donc en savoir un peu plus très bientôt. Pour l'instant, ce qui a filtré, c'est que les États-Unis ont mené une double attaque, une frappe aérienne ciblée et une incursion terrestre chirurgicale. Plusieurs installations militaires vénézuéliennes auraient été pulvérisées. C'est grâce à ces opérations qu'ils auraient repéré la planque de Maduro, un abri secret où il se terrait avec sa femme. Tous deux auraient été capturés, mais jusqu'à présent, aucune preuve visuelle. Pas de photos, pas de vidéos, rien que des mots. L'opération a fait le tour du globe, et pas que pour son audace hollywoodienne. Une vague de critiques s'est élevée de toutes parts. Plusieurs nations et instances internationales ont exprimé leur consternation, voire leur indignation. Car aussi spectaculaire soit-elle, cette intervention reste aux yeux de beaucoup une transgression grave. Les États-Unis ne peuvent pas s'arroger le droit d'entrer dans un pays souverain, kidnapper son dirigeant et repartir comme si de rien n'était. C'est au peuple vénézuélien, à sa justice, à ses institutions, de statuer sur le sort de leur chef s'il est coupable de crimes ou non. Cela dit, soyons francs. Nicolás Maduro ne suscite pas vraiment de larmes. Dans l'opinion publique mondiale, peu sont ceux qui le regrettent. Car oui, ce dirigeant-là, beaucoup le voient comme celui qui a conduit son pays droit dans le mur. Le Venezuela aujourd'hui n'est plus qu'un champ de ruines institutionnelles et économiques. Le coup porté par les États-Unis n'a fait qu'accélérer l'effondrement d'un régime déjà condamné à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce pouvoir vacillant tenait à peine debout. Et à mon sens, il serait temps que les dirigeants algériens observent ce cas de figure avec attention. Le scénario vénézuélien n'est pas si lointain de certaines réalités qui nous concernent. Je le dis sans détour, l'Algérie ferait bien de méditer sérieusement le sort de Caracas. Ce qui vient de se passer n'est pas juste une manœuvre militaire, c'est une agression assumée, même si certains essaient de lui coller une étiquette morale. Washington l'a justifié comme une action contre un trafiquant de drogue de haut rang. Mais il faut savoir que ce ne sont pas uniquement les Américains qui tirent à boulet rouge sur le régime Maduro. De nombreuses voix, y compris au sein d'organisations internationales, parfois même des instances liées à l'ONU, ont dénoncé l'utilisation présumée du narcotrafic par le pouvoir vénézuélien pour financer son maintien en l'absence de ressources économiques viables. Ce n'est donc pas un simple récit à la sauce américaine, mais un faisceau d'accusations multiples. Qu'on soit clair, rien, absolument rien, ne peut justifier cette incursion armée des États-Unis. Je le répète avec fermeté parce que je sais déjà que certains, surtout sur TikTok et les autres réseaux, vont tenter de me faire dire l'inverse. Qu'ils se fatiguent, je ne cautionne pas ce que je n'ai jamais dit et je n'avaliserai jamais une agression contre un État souverain. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, une attaque étrangère, un coup de force sur un pays indépendant. Maintenant, soyons honnêtes jusqu'au bout, qui franchement va verser une larme pour Nicolás Maduro.
Il a tant brisé son peuple que même ses détracteurs ne prennent plus la peine de le haïr. Ce dictateur même, son effondrement laisse l'indifférence. Il faut rappeler d'où tout ça vient. Depuis 2013 années où Maduro a succédé à Hugo Chavez, le pays s'est lentement désintégré. Et non, Maduro n'est pas Chavez. L'un était charismatique, porté par une vision socialiste contestable mais réelle, et a su sortir des millions de la misère. Mais il a négligé la modernisation économique. L'autre Maduro a hérité d'un système sans le comprendre et a contribué à le faire sombrer. Résultat, lutte interne, paralysie politique et surtout, l'effondrement total du secteur pétrolier poumon vital du Venezuela. Le Venezuela, un miroir tendu à l'Algérie. Ce n'est pas pour rien qu'on le cite sans cesse dans nos réflexions. C'est l'illustration parfaite d'un État rentier complètement accroché à sa manne pétrolière, prisonnier d'une idéologie économico-politique teintée de socialisme à l'ancienne anticapitaliste, par réflexe allergique à la mondialisation et obsédé par l'anti-impérialisme. Tout cela vous dit quelque chose? Bien sûr que oui. Le parallèle avec l'Algérie saute aux yeux. Deux pays bâtis sur la rente des hydrocarbures, deux trajectoires qui se ressemblent plus qu'on ne veut bien l'admettre. Et c'est précisément pour ça que dans toutes nos analyses, on ne cesse de lancer l'alerte attention, le syndrome vénézuélien pourrait bien nous guetter. Jetez un œil à ce qui s'est passé là-bas. Dès 2013 et surtout à partir de 2014-2015, le pays a entamé une descente aux enfers économiques. Le choc pétrolier de 2014, qui a fait chuter les prix sous la barre des $60, a agi comme un coup de massue. Résultat, inflation galopante, monnaie qui s'écroule et pauvreté qui explose. Un scénario qu'on ne peut plus se permettre d'ignorer. En 2018, l'économie vénézuélienne a franchi un seuil surréaliste. L'inflation a explosé au-delà du 1 million de %. Oui, vous avez bien lu 1 million. À ce stade-là, la monnaie locale, le bolivar, ne servait plus à rien, même pas à acheter un pain. En 2025, sa valeur s'était encore effondrée de plus de 80 %. Les conséquences? Une devise en chute libre des prix qui s'envolent chaque jour, une inflation qui ne connaît plus de plafond, et derrière ça, un seul résultat concret, une pauvreté de masse. En 2025, 9 citoyens sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Le PIB par habitant, divisé par 10 en à peine une décennie. Le pays est passé de l'espoir à la ruine sans transition. Et pourquoi ce naufrage? Officiellement à cause des sanctions américaines et d'un embargo économique qui l'a étranglé. C'est vrai, ça a joué un rôle majeur. Mais si on regarde du côté de l'Iran, qui a lui aussi été ciblé par Washington, on voit bien que le pays n'a pas sombré de la même manière. Pourquoi? Parce que l'Iran a su maintenir une industrie, une production locale, un tissu économique malgré les pressions. Le Venezuela, lui, n'avait rien de tout ça. Pas de base industrielle, pas de production nationale digne de ce nom. En réalité, il vivait uniquement sur sa rente pétrolière, un peu comme l'Algérie, tiens. Le parallèle est troublant quand une économie repose presque exclusivement sur le pétrole et le gaz et que tout le reste secteur privé, industrie, innovation est réduit à l'état de décor. Il ne faut pas s'étonner du résultat. Ajoutez à cela une gouvernance autoritaire, une opposition muselée et une société fracturée par les divisions internes et vous obtenez une recette explosive. Au Venezuela, le régime a multiplié les répressions, étouffé la contestation et traqué ses opposants. Résultat, une partie de cette opposition acculée a fini par tendre la main à des puissances étrangères, les États-Unis en tête, ou à certains voisins de la région hostiles à Caracas. Et comme toujours dans ce genre de configuration, l'extérieur s'est engouffré dans la brèche. Cette instabilité politique constante n'a fait qu'accélérer le naufrage économique. La production de pétrole jadis fleuron national s'est effondrée. Prenons l'exemple de PDVSA, l'équivalent vénézuélien de Sonatrach qui autrefois extrayait plus de 3 millions de barils par jour. En 2025, elle n'en pompe même plus 800 000. Une chute libre vertigineuse. Et cette dégringolade n'est pas due à un manque de pétrole, mais à un manque de stabilité de compétences et surtout de vision. Pourquoi cette chute brutale? Parce que personne n'a pris soin de ce qui faisait battre le cœur du pays, ses réserves pétrolières. Aucune anticipation, zéro investissement pour les entretenir ou en développer de nouvelles. Au lieu de ça, des guerres d'ego, des règlements de comptes politiques.
La compagnie pétrolière nationale s'est transformée en champ de bataille idéologique. Nicolás Maduro, obsédé par le contrôle, a purgé sans relâche. Il a traqué ses adversaires, même les plus compétents, surtout ceux issus du secteur énergétique. Résultat, ceux qui pouvaient encore sauver l'industrie ont été emprisonnés, exilés ou tout simplement réduits au silence. Et forcément, quand on met la politique au-dessus de la compétence, tout s'effondre. L'appareil de production s'est écroulé comme un château de cartes. La corruption s'est généralisée à tous les niveaux, chacun pour soi, chacun pour sa part du gâteau. Et comme le pays ne produisait plus assez pour subvenir à ses besoins les plus essentiels, il s'est endetté lourdement. Chine, Russie, Cuba, tout le monde est devenu créancier. Aujourd'hui, la dette extérieure du Venezuela dépasse les 155 milliards de dollars. Une spirale sans fin, un gouffre. C'est vertigineux. Le Venezuela a dû quémander de l'aide à Moscou et à Téhéran, mais même avec ses alliances, le choc social a été brutal. Le chiffre donne le vertige, près de 8 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays depuis 2014. Oui, vous avez bien entendu, 8 millions. C'est colossal à la limite de l'impensable. Entre 2019 et 2025, seulement environ 3 millions de personnes ont pris la fuite. En cumulant, on atteint ce fameux chiffre de 7,7 millions. C'est un exode massif, une saignée humaine. Pour un pays qui compte environ 28 millions d'habitants, même pas 30, ce n'est pas un détail, c'est un effondrement démographique. Faites le calcul, si 8 millions de citoyens disparaissent. Des radars, c'est plus d'un cinquième de la population totale qui a plié bagage. 20% peut-être plus. Imaginez un instant, sur 5 personnes, une a fui. C'est une nation qui se vide de ses forces vives, un peuple en fuite, un pays qui saigne. Pourquoi tant de départs? Parce que le pays s'est transformé en prison à ciel ouvert. Trop d'autoritarisme, trop de misère, trop de famine. L'État n'offrait plus d'avenir, alors le peuple a choisi l'exil. Des foules entières ont traversé la frontière vers la Colombie, premier refuge à portée de pied. D'autres ont filé jusqu'en Argentine, certains ont atterri dans les hauteurs du nord chilien. Et puis il y a ceux qui, désespérés, ont tenté l'impossible, remonter jusqu'au Mexique puis franchir illégalement la frontière vers les États-Unis, comme des haragas d'Amérique latine. Fuir était devenu le seul acte de survie, mais rester n'était pas une option non plus. La pauvreté déjà écrasante s'est vue doublée par des catastrophes sanitaires. Des épidémies ont balayé les quartiers pauvres, la malnutrition s'est emparée de près d'un enfant sur 3. Le système de santé effondré, en ruine. Quant aux inégalités sociales, elles ont creusé un fossé si profond qu'on ne voyait même plus le fond. Le pouvoir lui restait figé. Une dictature rigide, incapable de dialogue, sourde à toute réforme, qu'elle soit démocratique ou économique. Aucun compromis. Juste la répression. Dans cet isolement total, le pays s'est transformé en cible facile. Un fruit mûr prêt à tomber dans les mains d'une puissance étrangère. Ce que l'on observe aujourd'hui, cette opération militaire musclée, n'a rien d'anodin. C'est une agression pure et simple. Une intervention qui, à bien y regarder, frôle l'invasion. Oui, on peut même dire ça, une invasion en costume-cravate. Pour comprendre ce chaos, il faut dérouler le fil en arrière. Il faut revenir aux racines de cette débâcle, à l'origine de ce glissement progressif vers l'effondrement. Comment en est-on arrivé à cette scène surréaliste où un chef d'État est capturé dans le silence d'une nuit noire par des forces étrangères comme dans un thriller géopolitique? D'après les premières fuites, en attendant les preuves officielles promises par Washington, il n'y aurait pas que Maduro. Toute la tête du régime aurait été ciblée, des hauts gradés des ministres, peut-être même des membres de sa famille. Certains auraient été capturés, d'autres éliminés. Le pouvoir est décapité. Est-ce la fin du régime? Très probablement. Sa chute ne semble plus être une question de si, mais de quand. Et ce quand pourrait être compté en heures. Ce qu'on vit là, c'est un épisode rare, presque inédit dans le grand livre de l'histoire contemporaine. Le genre d'événement qui fait frémir les chancelleries et qui fera couler beaucoup d'encre. Une puissance étrangère qui met la main sur un président en exercice. Ce n'est pas sans précédent, certes, souvenez-vous du Panama, mais dans ce cas précis, l'audace, la rapidité et le contexte global en font un précédent d'une toute autre ampleur. On n'est plus dans l'exception, on entre dans l'histoire. Avant ce genre d'opération, cibler des États périphériques, des nations de second rang,
sans véritable poids géopolitique. Mais cette fois, c'est un tout autre calibre. On parle d'un pays riche, jadis florissant, avec près de 30 millions d'habitants. Un pays qui jusqu'à récemment se rêvait en puissance régionale. Le régime de Caracas ne se contentait pas d'exister, il se proclamait rempart contre l'impérialisme porte-voix des opprimés, champions de l'antisionisme. Des discours qui d'ailleurs n'étaient pas sans rappeler une autre rhétorique bien connue, celle du régime algérien. Même ton, même posture, même slogan. Aujourd'hui, ce qui se passe au Venezuela devrait résonner comme une alarme. Car voilà ce que produit un pouvoir verrouillé par un clan pauvreté galopante, économie, effondré peuple asphyxié. C'est la facture salée d'un autoritarisme obstiné, une leçon à méditer, d'urgence. Oui, les parallèles sont troublants. Trop, peut-être. L'Algérie partage avec le Venezuela des similitudes qu'on ne peut plus balayer d'un revers de main. Mais ici, rien n'est écrit d'avance. L'espoir existe encore. Tant qu'il y a une volonté de résister autrement, de construire une voie nouvelle, alors notre destin n'est pas figé. Et pour ça, nous devrons nous battre, ensemble. Il est impératif, et j'insiste bien, que nous prenions le temps de réfléchir au naufrage vénézuélien. Ce n'est pas juste un drame lointain, c'est un avertissement. Trop de tyrannie finit toujours par étouffer le peuple. Trop de chaos au sommet de l'État finit par contaminer toute l'économie. Trop de clans accrochés au pouvoir et c'est l'édifice national qui s'effondre morceau par morceau jusqu'à l'écroulement total. Tant que les libertés fondamentales restent muselées, tant qu'il n'existe ni union nationale ni socle démocratique solide, tant que notre économie reste fragile et dépendante, nous resterons exposés. Exposés aux tempêtes extérieures, aux fractures internes, aux manipulations venues d'ailleurs, aux déstabilisations venues de chez nous. En clair, sans structure solide, le moindre souffle devient une menace. L'Algérie, elle aussi, doit ouvrir les yeux. Quand un seul clan confisque tout le pouvoir, quand les inégalités deviennent la norme, quand on bâillonne les voix critiques et qu'on marginalise les opposants, quand on étouffe la société au nom de la stabilité, on s'approche doucement mais sûrement du précipice. Et avec une économie déjà en souffrance, des ressources qui s'épuisent, et une production énergétique qui déclinera dès 2030 ce scénario-là, celui du Venezuela, pourrait bien devenir le nôtre, et dire qu'on comptera bientôt plus de 50 millions d'âmes sur ce sol algérien. Ce n'est plus une simple donnée démographique, c'est un enjeu existentiel. Avec une population aussi nombreuse dans un pays où l'autoritarisme domine, où le pouvoir reste confisqué par quelques cercles fermés, où l'économie survit grâce à la rente et non à la production locale, on comprend vite à quel point le spectre du syndrome vénézuélien rôde dangereusement. Mais ce destin n'est pas une fatalité. Il est encore temps de bifurquer, de quitter l'autoroute du déclin pour emprunter celle de l'équilibre, de la prospérité et de la cohésion nationale. Un chemin exigeant mais possible. Cela commence par briser les chaînes de l'autoritarisme, par mettre un terme aux injustices sociales, par reconstruire une économie réelle productive ancrée dans le travail et l'innovation. Cela commence surtout par une réconciliation profonde entre les Algériens. Pas une union de façade derrière un régime, mais une unité sincère autour d'une patrie commune, d'un avenir partagé. Ce qui est vital aujourd'hui, plus que jamais, c'est que ceux qui s'accrochent au pouvoir depuis des décennies, ces dirigeants déconnectés du monde réel, sans légitimité véritable, trouvent enfin le courage de tirer leur révérence. Car s'ils persistent à rester accrochés à leur fauteuil, ils ne feront qu'ouvrir la voie à toutes les formes d'instabilité, intervention extérieure, manipulation venue d'ailleurs, chaos programmé. Quand une nation refuse de se renouveler, d'autres le feront à sa place, et rarement pour son bien, et rarement